la dernière donc, table ronde qui donc a pour thème effectivement écosystème territoriaux d'innovation et on va dire ouverture sur des travaux prospectifs. Donc cet atelier en fait fait suite à ce qu'on vous avait annoncé à l'occasion du séminaire d'hiver. L'idée étant qu'effectivement à partir des travaux engagé dans le cadre de l'étude Rétis France Urbaine sur les écosystèmes territoriaux d'innovation, qui est plus un travail d'observation de ce qui se passe dans le temps présent et sur des temps courts. Hein. L'idée, c'était aussi de se projeter et de voir dans quelle mesure le réseau Rétis peut commencer à anticiper sur les grands enjeux de demain, en quoi les membres du réseau Rétis, en quoi les structures d'appui à l'innovation vont devoir se transformer, anticiper sur de nouveaux enjeux extérieurs, sur des pandémies, sur l'arrivée ou la mise en place de nouveaux métiers, sur les évolutions tout simplement des écosystèmes. Est-ce que les technopoles d'aujourd'hui seront, auront le même modèle dans 10 ans? Et pour cela, donc, on a associé, donc on avait présenté le projet de travail, donc on a associé le cabinet Futurible qui était avec nous dès le mois de janvier, qui notamment a participé en observateur aux ateliers Focus Group et aux travaux Rétis France Urbaine pour s'approprier la matière, et qui aujourd'hui donc sont est avec nous en la présence donc de Frédéric Veil qui va nous rejoindre tout de suite. Je vais également appeler donc Lara Prunenec de Banque des Territoires pour compléter le panel, et Olivier Faringue, président de Rétis, pour effectivement vous expliquer un petit peu ce qu'on vous propose de faire en termes d'ateliers prospectifs et de réflexion. On illustrera également justement ce que le mot prospectif veut dire au sein de la Banque des Territoires et comment ça se traduit concrètement par des expériences, en tout cas, et des dispositifs très concrets qui sont mis en place dès aujourd'hui. Et Olivier ressoulignera et reprécisera un petit peu les éléments de calendrier concernant ces travaux. Hop. Donc je vais donner la parole donc à Frédéric Veil, consultant directeur d'études en fait chez Futurible, qui va introduire donc les propos, et parler un petit peu de prospective et de ce qu'on va faire avec Rétis. Merci, merci Christelle. Bonjour à tous. Donc effectivement, peut-être pour démarrer, je vais vous dire quelques mots de ce qu'est la prospective, parce que c'est pas forcément un terme qui est familier à tous. Quand on parle de prospective, il ne s'agit pas d'avoir l'ambition de prévoir l'avenir, hein, on s'en doute, mais il faut quand même le rappeler. L'objectif est généralement plus modeste. C'est d'essayer de se doter de grilles de lecture, d'éléments d'analyse pour essayer d'objectiver les grandes transformations qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Donc quand on parle de grandes transformations, on peut balayer assez large, hein, à la fois les évolutions démographiques, sociologiques, technologiques, territoriales, climatiques, énergétiques, hein, pour faire écho à un certain nombre de sujets qui ont été abordés depuis ce matin. Et par rapport à ces grandes transformations qu'on peut observer tout autour de nous, l'idée c'est d'essayer de comprendre ce qu'elles peuvent signifier, comment elles se manifestent. Est-ce que les changements auxquels on assiste aujourd'hui sont révélateurs de transformations profondes? Est-ce qu'il s'agit au contraire d'événements plus conjoncturels? Est-ce que ce qu'on observe autour de nous constitue des signaux faibles ou des émergences de futures tendances structurantes? Est-ce que ça nous annonce aussi des crises ou des changements de paradigme? Et donc la prospective, c'est tout un ensemble de méthodes et d'outils pour essayer d'objectiver tout ça et d'essayer de mieux comprendre ce qui est en train de changer autour de nous et comment est-ce que ça pourrait se traduire dans les prochaines années. Donc on est sur des exercices qui sont à la fois modestes parce que on est bien conscient de la très grande complexité du monde qui nous entoure et des mutations qui sont à l'œuvre, mais en même temps assez rigoureux, puisque l'idée c'est d'essayer d'y voir plus clair dans tous ces changements qui sont à l'œuvre. Et donc quand on fait un exercice de prospective, on le fait déjà pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui pourrait se passer demain, mais aussi pour alimenter la décision, la stratégie. Hein. Il ne s'agit pas simplement de réfléchir sur l'avenir pour se faire plaisir, mais généralement c'est pour concrètement alimenter des décisions, alimenter la stratégie et faire en sorte que les décisions soient plus éclairées et permettent de mieux intégrer le temps long dans le fonctionnement d'une structure quelle qu'elle soit. Et puis pour terminer sur ces éléments de définition, quand on fait de la prospective, généralement c'est intéressant d'en faire avec les parties prenantes, avec les acteurs qui sont concernés par le sujet, parce que ça peut jouer un rôle à la fois de
d'interconnaissance, de meilleure compréhension collective de ce qui est en train de changer, mais aussi de construction de visions partagées. Et donc c'est là qu'on peut bien faire le lien avec la stratégie, justement en associant les différents acteurs qui sont partie prenante. Donc l'exercice dont parlait Christelle à l'instant, hein, qui est proposé pour les prochains mois, il est à la fois, c'est un exercice assez modeste, hein, puisque c'est vraiment un exercice qui sera réalisé avec des, voilà, sur un temps assez court. J'évoquerai tout à l'heure le calendrier. L'idée, c'est que ce soit un premier exercice de prospective qui soit préparé, structuré au plan méthodologique par Futurible, qui assurera aussi l'animation de cet exercice, mais qui soit aussi alimenté par l'expertise du réseau, puisque vous, tous autant que vous êtes impliqués dans les processus d'innovation sur les territoires, vous avez une connaissance des dispositifs, des processus, des jeux d'acteurs. Et donc, ça nous semblait intéressant dans cet exercice de prospective de pouvoir valoriser votre connaissance, la mettre en perspective également avec d'autres éléments d'analyse qui ont pu être produits par Futurible sur un certain nombre d'évolutions que je vais évoquer rapidement, et que ça nous permette de construire collectivement un début de réflexion sur le devenir de l'environnement des structures d'appui aux écosystèmes d'innovation, et puis que ça puisse aussi commencer à nourrir une réflexion un petit peu stratégique sur l'évolution de ces structures d'appui. Donc sur le contenu de l'exercice, hein, on a prévu à peu près 2 grands temps, hein, qui sont un petit peu les 2 grands temps qu'on retrouve généralement dans un exercice de prospective. D'abord un temps d'exploration, peut-être tu peux revenir, ouais. Pour essayer de comprendre comment pourrait évoluer dans les 10 prochaines années l'environnement des écosystèmes territoriaux d'innovation. Donc, ce qui nous amènera à essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut décrypter les évolutions du contexte réglementaire, des politiques industrielles, mais aussi des politiques nationales ou européennes d'appui à l'innovation. Ça nous permettra également de comprendre comment évoluent les processus même d'innovation au sein des entreprises et sur les territoires, comment évoluent les process industriels dans le contexte qu'on a largement évoqué depuis ce matin de transitions multiples, hein, numériques, écologiques et autres, mais aussi essayer de comprendre comment évolue l'environnement territorial de ces écosystèmes territoriaux d'innovation, que ce soit à travers l'évolution des dynamiques territoriales, l'évolution des besoins qui sont aussi adressés aux entreprises, et puis évolution également des modes de structuration des territoires. On a parlé ce matin des tiers-lieux, je pense que c'est un bon exemple de nouvelles formes de structuration des acteurs locaux, à la fois en termes de dialogue, d'innovation, mais aussi de gouvernance. Donc, premier temps d'exploration pour essayer de défricher assez modestement comment pourrait évoluer à un horizon de 10 ans l'environnement de ces écosystèmes territoriaux d'innovation. Et puis un deuxième temps de réflexion un peu plus stratégique, dans laquelle on s'appuiera sur ces éléments de décryptage et d'analyse pour essayer de réfléchir à comment pourraient évoluer les structures d'appui aux écosystèmes d'innovation, avec 3 questions qu'on a identifiées, qui sont peut-être à ce stade un petit peu larges et qui mériteraient peut-être d'être précisées ou affinées par la suite, mais ça peut vous donner déjà une première idée des questions un peu stratégiques qu'on pourrait aborder. Première question, quel équilibre entre l'accompagnement de projets deep tech et innovation large et territoriale, hein, dans quelle mesure est-ce que les écosystèmes territoriaux d'innovation sont capables d'aller travailler, accompagner sur l'émergence d'innovations de rupture, mais aussi de répondre à des besoins territoriaux plus larges qui font écho aux différentes transitions qu'on a pu évoquer ce matin. Est-ce qu'il peut y avoir, dans quelle mesure il peut y avoir articulation entre ces 2 logiques? Quelle grande filière de demain et quel marché d'innovation, et comment est-ce qu'on peut détecter, anticiper, se positionner sur ces filières et accompagner aussi les acteurs locaux? Et puis, quel modèle économique pour les structures d'appui aux écosystèmes d'innovation? On a parlé tout à l'heure d'ingénierie, de tensions croissantes sur les budgets publics. Quels pourraient être les modèles économiques de demain pour ces structures d'appui aux écosystèmes d'innovation? Donc voilà 3 questions qu'on pourra affiner, mais qui pourront nous permettre de faire le lien à la fois sur ce travail d'exploration et puis de réflexion un peu plus opérationnelle sur le fonctionnement des écosystèmes. Dernier mot sur le calendrier. Donc, ce serait une démarche qui s'engagerait à partir de janvier 2022, donc qui s'appuierait
en partie sur le travail qui a été fait sur l'analyse des écosystèmes territoriaux d'innovation, ce qui a été présenté juste avant. Donc d'abord des travaux préparatoires dans lesquels Futurid proposerait un premier décryptage des grandes transformations à l'œuvre dans l'environnement des écosystèmes d'innovation. Un travail d'enrichissement avec un certain nombre d'experts du réseau Rétis pour affiner un petit peu les choses, approfondir certaines dimensions et essayer de cartographier de manière un peu plus précise tous ces facteurs de changement dans l'environnement des écosystèmes d'innovation. Et puis une journée d'atelier au congrès Rétis à Pau en juin, dans laquelle on mettrait à la fois en discussion cette toile de fond prospective et puis on essaierait de répondre en format atelier aux 3 questions que je viens de présenter avant de capitaliser sur ces travaux et de pouvoir les valoriser. Merci beaucoup Frédéric. Donc on va prendre des questions ou en tout cas des réactions par rapport à cette proposition de travail. Je me tourne vers Lara Prunenec, donc chef de projet territoire d'industrie au sein de Banque des Territoires. Donc au sein de Banque des Territoires, vous êtes déjà dans les travaux de prospectif en fait, en vous basant notamment sur un dispositif que vous allez, sur lequel vous travaillez. Donc je vous laisse la parole pour nous présenter un petit peu les réflexions en cours et les travaux opérationnels en cours sur ce sujet, pour illustrer. Comme ça, oui. Alors, en 2019, le député Kasbarian avait rendu un rapport sur l'attractivité des territoires et les conditions d'accueil des entreprises. Et ce rapport venait étayer un petit peu le programme Territoire d'industrie dans lequel la Banque des Territoires s'inscrit et intervient. Donc la Banque des Territoires, dans le cadre du programme Territoire d'industrie, on met à disposition 1 milliard d'euros sur les territoires qui sont répartis en 800 millions d'euros de fonds propres et 250 millions d'euros de prêts Gaïa sur les territoires. Et on accompagne 4 priorités. L'accompagnement de la transition énergétique et environnementale de l'industrie, les mutations de la formation vers les métiers industriels, la cartographie des chaînes d'approvisionnement et des capacités du système productif français et l'investissement dans l'aménagement et l'immobilier industriel sur mesure. Dans le cadre de ce programme, l'État a lancé en 2021, début d'année, un appel à propositions qui visait à labelliser des sites industriels dits sites clés en main sur le territoire. Donc aujourd'hui, il y en a à peu près 80. Et sur lequel, ces sites industriels, ils étaient choisis. C'est des sites qui étaient soit immédiatement disponibles pour faire venir des industriels et des investisseurs, soit rapidement prêts, donc dans un délai raisonnable, en accélérant les procédures administratives, par exemple. L'objectif de ce label, c'était vraiment d'anticiper et gérer les normes administratives et de garantir aux industriels de pouvoir s'installer rapidement. Et la Banque des Territoires et l'ANCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires, ont décidé de choisir parmi ces 80 sites, 8 sites sur lesquels on fait intervenir un cabinet qui accompagne les sites industriels pendant une année et qui vise à réfléchir aux sites industriels de demain, plutôt sur la partie aménagement. Et nous, Banque des Territoires, on a décidé d'aller un peu plus loin, en ajoutant à ça une couche un peu servicielle aux sites clés en main de demain. Notre cœur de métier à la Banque des Territoires, c'est vraiment d'accompagner les acteurs locaux. Du coup, on a décidé de choisir 2 sites clés en main par région et de leur proposer un accompagnement un peu privilégié, un peu prospectif. L'idée, c'est de se dire quels sont demain les services à l'industrie qui sont utiles et indispensables sur les sites industriels. Comment nous, Banque des Territoires, on peut les accompagner et quelle est l'innovation qu'on souhaite soutenir. Donc, en ce moment, on accompagne ces 2 sites par région. L'idée, c'est vraiment de les accompagner pour avoir dans leur organisation et dans l'amélioration de l'attractivité sur leur site. Et derrière, c'est vraiment de pouvoir, pour nous, investir dans les services et du coup de modéliser un peu notre intervention sur de nouveaux services à l'industrie et sur ces sites industriels. Merci. Olivier Farin. Oh, le 4e micro est là-bas. Donc Olivier, est-ce que tu peux nous donner ta perception et en tout cas ton
Oui, ta perception de ce projet, de cette proposition de travail, et pourquoi tu penses voilà, que c'est important de pouvoir aussi se servir du Congrès Rétis de Pau pour en faire un vrai moment de travail. Donc, ça me fait penser au livre blanc Rétis des années 2010. On en a fait des publications, on en a quelques-unes quand même. Non, même si aujourd'hui, peut-être que c'est pas très modeste, mais je crois que le réseau Rétis, bon, plébiscité, ça serait un peu fort, mais on va dire légitimé. C'est un réseau légitime aujourd'hui, un réseau national légitime, et on le voit parce qu'on est là, aux côtés d'un acteur national qui est la Banque des Territoires. On le voit parce que notre guide du financement va être copréfacé par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. On le voit parce qu'on a une relation avec une autre institution qui s'appelle le France Urbaine ou avec une institution qui s'appelle BPI. Donc on est, je le crois, réellement un réseau légitimé. Mais c'est pas pour cette raison qu'il faut s'endormir sur nos lauriers. Je crois qu'il faut toujours être en alerte. L'expérience et certains anciens ici pourraient en témoigner. L'expérience nous a montré que le parcours de nos outils n'a jamais été linéaire. On a connu tout au long de ces 2 dernières décennies un certain nombre de turbulences, à la fois par des nouvelles politiques publiques qui pouvaient remettre en cause nos outils. On a vu arriver des nouveaux acteurs décidés par l'État. On a vu arriver des acteurs privés aussi, de plus en plus. En termes de financement, effectivement, là aussi, un certain nombre de nos structures ont connu des turbulences. Il y a eu la loi NOTRe, qui est notamment avec le désengagement des départements, qui a mis en difficulté un certain nombre de nos camarades, de nos collègues. Donc effectivement, il faut toujours être en alerte, et je pense que cet exercice de se poser la question de comment vont évoluer nos outils, sur quelles filières, effectivement, les filières dont on parle aujourd'hui, on n'en parlait pas il y a 10 ans. Donc effectivement, posons-nous la question de savoir aussi quelles seront les filières d'excellence sur lesquelles nous devrons nous positionner en 2030. Parler du financement, effectivement, c'est important. Enfin voilà, je crois que ce travail de prospective, ce travail de réflexion, alors je pense qu'on n'a pas, je ne sais pas si, peut-être qu'on se trompera, parce que ce qu'on imaginera en 2020 ou 2021, enfin 2021-2022, peut-être que voilà, ça sera différent de ce qui se passera en 2030, mais en tout cas, je crois qu'il faut qu'on soit en alerte et qu'on se pose ces questions. Et c'est vrai que dans écosystèmes territoriaux d'innovation, l'écosystème, c'est avec qui on travaille, voilà, quels doivent être nos partenaires de demain. Territoriaux, c'est quel est le périmètre. Est-ce qu'on doit rester sur des grandes métropoles, des agglomérations, ou est-ce qu'on doit aussi s'intéresser à des territoires plus petits? Et d'innovation, c'est déterminer effectivement le degré d'innovation et le type de projet sur lequel on doit travailler. Voilà. Donc je suis ravi de ce travail-là. Effectivement, ça va être un rythme assez soutenu, puisque l'idée, effectivement, c'est de pouvoir y travailler dans un premier temps, peut-être en petit comité, et ensuite d'y associer l'ensemble du réseau au mois de juin prochain. Merci Olivier. Alors il nous reste un petit peu de temps. Alors vous avez été tous très 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 sages. On a eu en plus beaucoup de temps pour des questions-réponses. Est-ce que sur ce sujet, certains d'entre vous ont des questions ou souhaitent réagir? Et est-ce que vous avez un avis, une envie de participer à l'exercice? Qu'est-ce que ça vous évoque? Il est notre dernière table ronde, 10 petites minutes. François, hop. Non, mais on entend. Il faut que je te porte un micro parce que les gens à distance n'entendent pas. Quand on parle d'innovation en zone rurale, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui a fait du développement économique en zone rurale dans la salle, mais il y en a un certain nombre, je pense. Pour ma part, j'en ai fait pas mal avant d'être à Bordeaux. J'étais à la campagne, comme on dit. L'innovation en zone rurale, c'est un peu pieux, mais c'est bien, hein, c'est super, on se dit tous qu'on va en faire. En fait, c'est quand même compliqué, parce qu'en fait, il y a un paramètre aussi, c'est que les jeunes au cadre, et j'ai 15 000 exemples,
alors outre le fait qu'il n'y a pas forcément des centres de labo, des recherches, machin à proximité, c'est d'accord, mais il y a aussi un problème d'emploi et de désir de vivre à la campagne. Alors ok, le Covid a fait muter, on va dire, ou migrer des populations, mais enfin bref, si vous prenez des sociétés qui sont dans des territoires dits ruraux, qui font de la R&D, je peux vous garantir qu'elles ont toutes les peines du monde à recruter. Pourquoi? Parce que les jeunes, trentenaires on va dire, à peine, qui sont en pleine puissance, qui commencent leur carrière, ou en tous les cas, qui ont déjà démarré, ils veulent pas vivre à la campagne. Ça les intéresse pas. Moi, j'ai des exemples de boîtes, quand je faisais des DVECO, ils recrutaient des cadres. Le gamin, il venait même pas, il passait à peine l'entretien. Il arrivait dans la ville, dans le village, je ne citerai pas, il y avait 3000 habitants, c'est pas non plus un village, c'est 3000 habitants. Il y avait une super boîte, il le payait très bien. Le gamin, il arrivait, il allait en ville boire un café avant l'entretien, il repartait. Ça arrivait plein de fois, il a appelé le patron, il dit écoutez monsieur, je suis désolé, hein, le poste est super, tout est bien, mais moi je ne vivrai jamais ici, quoi. C'est la campagne, moi je ne veux pas. Donc il y a quand même, faut intégrer ça, c'est que c'est quand même pas facile, quoi. C'est pas simple du tout pour les industriels ou alors je parle même pas des startups à la campagne, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt quand même, hein, il y en a une de temps en temps, enfin bon, c'est quand même pas la majorité. Donc il y a un problème quand même de recrutement, de la capacité à mobiliser des emplois à forte valeur ajoutée, des jeunes de très bon niveau et qui vivent à la campagne. Enfin, la campagne, en dehors des grandes villes. C'est le même problème avec les toubibs. Hein. Pourquoi est-ce que les médecins ne vont pas en campagne? Parce qu'il faut qu'ils bossent beaucoup, ça les emmerde, quoi. Ils veulent habiter en ville. Hein. C'était un bémol. Merci François. Alexis. Oui, bonjour Alexis de Niort Aglo. Justement, on fait partie des 8 territoires qui ont été sélectionnés dans le cadre de l'appel à projet site industriel clé en main de demain. Déjà, première question, je voulais savoir si au niveau des 7 autres, et avec les 8, vous aviez des premières données, parce que normalement, on doit être à mi-parcours pour la plupart d'entre elles, la plupart des territoires. Et puis justement, donc moi je fais partie de ce comité de pilotage sur Niort Aglo aux côtés de ma collègue en charge de l'industrie. Et comme on est en train de créer la technopole sur Niort, on essaye d'imaginer comment on peut capitaliser sur ce qu'on apprendra de ce parcours et mettre en œuvre des outils qui intégreraient le panel de services de la technopole. Alors on est fortement inspiré par notre collègue François Bafou d'Unitech sur l'écologie industrielle. Oh, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Tu crois? Non, donc... Ouais, tu vas me frapper. Donc bon, même malgré sa petite colère, il nous inspire quand même. Et donc, voir si vous aviez prévu de faire des préconisations à transmettre à Rétis pour qu'on puisse capitaliser sur ce travail sur les 8 territoires et le partager avec les co-adhérents, un peu comme ce que François peut faire avec nous sur Niort. Alors, on n'avait pas prévu de le partager à Rétis, mais il n'y a aucun problème pour le partager. Donc, effectivement, là, on arrive à mi-parcours. La fin de l'accompagnement par Rambol, doit être en janvier-février 2022. Donc, on a des premiers éléments qui sont assez transversaux qu'on retrouve un peu sur tous les sites. Et le cabinet est en train justement de formaliser les choses. On a un séminaire qui est prévu, je pense que vous êtes conviés, le 19 novembre. À destination des 8... La date a été décidée il y a 2 jours avec l'ANCT, donc vous allez recevoir l'invitation. Mais l'idée, c'est de réunir tous les 8 sites pour partager ces éléments qui sont communs sur les 8 sites et effectivement de sortir des premières préconisations. Merci. Une autre question? Bonjour, Marion Boda de Technopole Pays Basque. J'avais une question à propos du périmètre quelque part de l'étude prospective que vous souhaitez réaliser. Dans quelle mesure fera partie du premier panel de tendances signaux faibles proposé par Futurible des inspirations venues de l'international? Ou est-ce que vraiment le périmètre d'étude est plutôt France ou Europe? Enfin voilà, quel est un peu le scope et les mises en perspective qui peuvent être imaginées avec l'international et d'autres peut-être modèles inspirants pour nos technopoles?
je pense que le principe, ce sera de fonctionner à plusieurs échelles et de se dire que les facteurs d'influence des écosystèmes territoriaux d'innovation, ils peuvent être très locaux, nationaux, mais aussi d'envergure internationale. Donc, on aura forcément différentes échelles avec lesquelles on va travailler. Ensuite, s'agissant des sujets d'inspiration, c'est vrai que par exemple, sur la troisième question, sur la question des modèles économiques, on peut très bien envisager d'aller regarder ce qui peut se passer à l'étranger. Il y aura quand même un temps qui n'a pas encore été vraiment fait et qui devra être fait dans les prochaines semaines, malgré tout, de cadrage du périmètre de la réflexion, puisque comme je disais, on sera sur une réflexion assez légère, qui devra être cadrée. On pourra pas, même s'il ne faudra pas oublier de domaines importants de notre réflexion, on ne pourra pas tout approfondir, et donc il y aura ce temps de cadrage qui reste encore à mener. Pour préciser la méthodologie, l'idée c'est d'amorcer une réflexion prospective à l'échelle du réseau RETIS. Donc l'idée c'est d'étudier un petit peu surtout les perceptions et les propositions et les réflexions des membres du réseau RETIS sur ces problématiques-là. Donc on va s'intéresser effectivement à la façon dont les structures se positionnent ou réagissent à ces grands enjeux d'évolution par rapport à leur métier. Donc on va interroger les métiers des technopoles, les métiers des chargés d'affaires, les métiers des incubateurs. Donc en tout cas la cible qui va être validée, en tout cas qui va constituer le panel finalement de production de l'étude, c'est le réseau RETIS. Les problématiques qui sont effectivement qui sont affichées vont intégrer effectivement une dimension éventuellement locale, régionale ou internationale. On en avait parlé quand on a préparé les travaux. Et encore une fois, on est sur un exercice très léger. C'est pas une étude prospective classique qui va nécessiter des semaines de travail. On est sur quelques journées, et l'exercice de départ de cette réflexion, ça va se concrétiser en quelques échanges en petits groupes durant les mois de février-mars, et une grosse journée de travail qui sera un peu l'objet, le fil conducteur du congrès 2022, donc à Pau, puisque le congrès sera à Pau, où on va proposer aux membres du réseau de travailler, alors en plénière et ensuite un atelier pour produire une première note prospective qui pourra éventuellement donner lieu à quelque chose de plus approfondi s'il y a une appétence pour les réseaux sur la thématique, et si ça intéresse. En tout cas, donc l'exercice est celui-ci. On n'est pas sur une étude produite par Futurible, sur une commande du réseau RETIS. Donc le réseau RETIS ne commande pas une étude prospective à Futurible, c'est plutôt un travail de production et de coproduction du réseau sur cette thématique un petit peu d'anticipation. Encore des questions? Il nous reste 2 petites minutes. Des réactions? Caroline? Oui. On a la chance d'être dans des réseaux européens et internationaux, et je pense que de pouvoir partager en fait cette vision en se benchmarkant un peu avec IASP et EBN pour avoir leur retour suite à la production de notre note, mais de voir effectivement si on a les mêmes tendances au niveau international ou si on est complètement embourbé ou avec une vision très française en fait de ces systèmes-là et de ces écosystèmes. Je pense que ce serait intéressant parce que ça, c'est des sujets qu'on évoque aussi beaucoup dans le cadre notamment de la de IASP. Donc, sur ce positionnement des écosystèmes, des modèles économiques, les équilibres. Après, effectivement, il n'y a pas d'opposition pour moi dans les territoires. En fait, les écosystèmes, comme vous disiez, ils sont à géométrie variable, ils sont en fonction des territoires, en fonction des besoins. Qu'il ne faut pas forcément opposer communauté de communes et métropole et agglomération. C'est des bassins d'emploi, des bassins de vie, un effet d'entraînement. Et ça, je pense que c'est important dans l'étude qu'on puisse retracer aussi ce phénomène-là sans opposer en fait les écosystèmes au territoire administratif et institutionnel, parce que c'est souvent, aujourd'hui, on est quand même dans un souci de la dernière question, le modèle économique, donc d'optimisation des moyens publics. Du meilleur fonctionnement sur les territoires des structures comme les nôtres, et du coup de pouvoir déconnecter en fait le fonctionnement et le bassin finalement d'interaction ou d'action de nos écosystèmes par rapport au financement public et au coût, de pouvoir optimiser en fait l'ingénierie qui devient de plus en plus complexe aussi sur les sujets d'innovation. Ça, je pense que c'est quand même en tout cas un fil conducteur qu'on devra avoir dans l'étude.
de vraiment se passer au-delà des frontières administratives et institutionnelles pour voir à quelle échelle est pertinente et en fonction de l'expertise nécessaire pour accompagner au mieux les projets d'entreprise. Merci Caroline. Olivier ? Pour terminer, en évoquant l'évolution de nos outils depuis quelques décennies, ça me faisait juste penser, pour terminer notre table ronde, ça me faisait penser à quelqu'un qui a créé, il y a une 50aine d'années, la première technopole en France, Sophie Antipolis, un grand monsieur, un visionnaire qui s'appelait Pierre Lafitte, le sénateur Lafitte, qui est décédé en juillet dernier. Voilà. Et Sophia est toujours aujourd'hui une référence dans le réseau et certainement la première technopole d'Europe en nombre d'emplois et d'industriels. Alors, Emmanuel sourit parce qu'il me l'avait glissé tout à l'heure que ça serait bien d'avoir une pensée pour ce grand monsieur. Donc, je profite de l'occasion pour avoir une pensée pour lui. Voilà, merci. Olivier, ce sera le mot de la fin de cet atelier. On est arrivé donc au bout de nos 38. Merci beaucoup, Frédéric, Lara et Olivier.